On fera un best-of à la rentrée. Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe, et bah clique ici et inscris-toi. En plus, si t'es abonné à Backseat, t'as reçu un code promo. À bientôt et bonne émission. Chers amis, je vous propose d'accueillir sur le plateau de cette émission notre invité politique, Edwy Plenel. Bonsoir Edwy Plenel, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci à vous. C'est Edwy. C'est Edwy, ça se prononce Edwy. Edwy. Et ben je te l'avais dit tout à l'heure. Mais on peut dire, et vous avez le droit de dire autrement. Et puis en fait, je fais que ex-Twitter, et je suis les autres, mais je ne poste que sur Twitter. Et là, il y a 1 million de gens qui suivent et tout. Mais ouais, non, mais c'est... Bon, autrement, vous l'avez bonne mal pris. enquête, en effet, j'ai une passion pour les arts lointains. Pour les arts lointains, comme Jacques Chirac. Ça fait comme un Jacques point commun. Chirac. Mais... Voilà, vous êtes notre invité politique cette semaine, mais vous n'êtes pas un homme politique, c'est une particularité. On a choisi nous-mêmes de vous inviter parce que vous êtes un acteur de la scène politique, vous et le média que vous dirigez pour encore une semaine, Mediapart. Est-ce que vous pouvez... Enfin, est-ce que vous avez conscience d'être un acteur important du paysage politique ? Je tombe la veste pour répondre. Vous pouvez, si vous voulez. Non, mais moi, la politique, je considère qu'elle nous appartient. Je considère qu'elle ne se résume pas aux élections, aux professionnels, aux partis politiques. C'est un bien commun. C'est comment on va affronter tous les désordres du monde, tout ce qui nous alarme, tout ce qui nous inquiète. Donc, moi, dans ce contexte, j'ai fait de ce métier, le journalisme, un engagement qui n'est pas un engagement partisan, qui n'est pas un engagement avec une étiquette, qui est un engagement au service de ce que je crois être un droit fondamental, une liberté fondamentale, qui est le droit de savoir. Pour y voir clair, il faut qu'on soit informé, il faut qu'on sache un peu ce qui se passe. Mediapart, c'est un journalisme particulier. On appelle ça le journalisme d'enquête ou le journalisme d'investigation. C'est très spécifique, on le dit rarement, mais c'est très cher à produire le journalisme d'investigation. Est-ce que c'est ce qui a présidé à votre départ du Monde et à la création de Mediapart ? Non, ce n'est pas une question de prix et de coût, c'est une question de culture et de volonté. J'ai toujours pratiqué ce journalisme-là en tant que journaliste de base à la direction du Monde, et ça a dérangé beaucoup de monde au point d'amener une crise qui m'a amené à reprendre ma liberté. Et c'est évident ce qu'on partage à Mediapart. Nous, on préfère dire journaliste d'enquête qu'investigation, comme si c'était un truc très particulier. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cœur du journalisme, c'est trouver des infos, trouver des faits, trouver des réalités. Et que les plus intéressantes, c'est quand même celles qu'on ne vous a pas offertes, que vous avez été trouvées. Et le mot enquête dit bien ça, parce que c'est aussi l'excitation de la découverte. Donc nous, on a fait ça dans toutes sortes de domaines. Et je dirais qu'un des feuilletons, pour juste donner cet exemple, bien sûr qu'on connaît toutes les affaires politiques, financières. On peut les rappeler, l'affaire Wörth-Bettencourt, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, l'affaire Cahuzac, l'affaire Bopin, l'affaire Gaël Perdriau, plus récemment l'affaire Oudéa-Castéra. C'est une longue liste d'enquêtes. Bien sûr, mais vous voyez, j'allais citer un autre exemple qui me bouleverse beaucoup, parce qu'on a été pionnier là-dessus, et qui est une révolution qui concerne toute la société, et toutes les générations qui nous suivent. C'est la question des violences sexistes et sexuelles. C'est MeToo. Mediapart a été pionnier avec notamment 2 journalistes, Lénaïque Bredou et Marine Turki, avec d'abord Le Monde politique, ça a été l'affaire Bopin. Ouais. C'est un procès sur lequel il faudrait faire un film, ça a duré toute une semaine, car Bopin n'a pas seulement poursuivi Mediapart et France Inter, mais a poursuivi les femmes, les victimes, et c'était pour moi un moment vraiment historique, cette histoire. Et puis après, vous le savez, on a étendu, le MeToo du cinéma a commencé avec Adèle Haenel sur Mediapart, et depuis, tous les milieux sont concernés, toutes les victimes de Patrick Poivre d'Arvor, qui ne sont pas forcément d'accord avec tout ce que fait Mediapart. Mais l'endroit où elles pouvaient se retrouver, elles sont plus de 20, c'était à Mediapart, comme pour Depardieu. Bon, voilà, donc... Et je dis ça aux générations qui nous écoutent, qui sont traversées par ça, hommes ou femmes, parce que ce que je veux dire, c'est que c'est une révolution anthropologique. On est au cœur de l'incandescence de la question de l'égalité. Quand on parle de l'abus de pouvoir sur les corps,
On atteint une histoire qui parle à tout le monde sur tous les abus de pouvoir. On veut dire que c'est quelque chose de plus proche de soi qui peut être Bien sûr, plus et ça nous dit... compréhensible En fait, ça veut dire qu'il y a un genre qui se sent supérieur aux autres au point de s'autoriser. Mais la question de l'égalité, la proclamation de l'égalité naturelle, nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, c'est au cœur de toute notre espérance. Et c'est au cœur des désordres du monde. La question du droit international, la question des droits sociaux, des droits démocratiques. Donc, je vous citais cet exemple parce que quand on parle, il y a eu l'IVG dans la Constitution, mais quand on parle de la cause des femmes, tout d'un coup, on parle de quelque chose qui parle à tout le monde au-delà des étiquettes politiques et qui est fragile, qui est encore fragile. Et donc, rappeler ça, c'est dire combien... Voilà, nous, on est au service de ces causes-là qui sont, j'allais dire, des causes simplement radicalement démocratiques. Voilà. On continue, Usul. Ouais. Moi, j'ai une question très précise. Je ne sais pas si tu sais, pour la première fois, je suis attaqué en justice pour des trucs que j'ai publiés. Et ça ne m'était pas arrivé avec vous. Bon, j'ai travaillé 7 ans avec Mediapart, je n'ai pas eu un problème. Et puis là, bon, ça sera pour Denis Robert, ça sera pour Blast. Mais est-ce que le droit, je sais que Mediapart, c'est plus de 200 procès, il me semble. Près de 300. 300 maintenant, bah oui. Et est-ce que le droit français, parce que moi j'y vais assez sereinement en me disant la 17e chambre, tout ça, ça va le faire. Normalement, le droit français est assez protecteur. Est-ce qu'il est encore assez protecteur pour le travail des journalistes, en sachant que les offensives en face, peut y avoir énormément d'argent, des avocats, les procédures bâillons, les machins. On a parlé de Denis Baupin, mais ça peut être des entreprises, ça peut être voilà, il y a des forces de frappe en face. Est-ce que le droit français est encore assez protecteur? Est-ce qu'il y a des trucs à sanctuariser? Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer pour protéger la presse, les sources? Il y a eu des attaques aussi sous Macron. On en est où de ça? Ouais, c'est drôle parce que j'ai passé toute mon après-midi à la cour d'appel de Paris. Content de vous recevoir sur Backseat, du coup. Un appel sur un article d'Antione Rouget, une enquête sur la Fédération française de rugby. Et du coup, j'ai dû quitter pour vous rejoindre avant la fin de toutes les plaidoiries. Parce que ça, parfois, c'est très long. Le droit de la presse, la loi historique, c'est la loi de 1881, du 29 juillet. Vous la connaissez parce que vous la voyez sur les murs. Quand il y a marqué « défense d'afficher », c'est cette loi. Parce que c'est la première loi sur l'expression. C'était au début de la Troisième République, de la République. On a fait les lois sur l'école gratuite, obligatoire, et la loi qui libérait la presse. En fait, ça veut dire que la presse, c'est une éducation permanente, c'est un accès au savoir et aux connaissances. C'est une loi qui, par sa jurisprudence, est toujours très protectrice en France. Parce qu'elle respecte justement cet intérêt public de ce qu'on doit dire, de l'intérêt général de ce qu'on révèle. Et il y a vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la procédure. Après, oui, en face... Donc c'est là-dessus qu'il faut que je fasse ma défense sur l'intérêt général voilà. de ce que je raconte. Si, ça... Bah, à ta disposition pour un training. Hein, si, ouais. Voilà. L'invitation est lancée. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'en face, il y a d'énormes machines qui ont beaucoup de moyens et qui ne lésinent pas. Alors, par rapport à ce que tu as dit, bien sûr qu'il y a des choses à améliorer et sur lesquelles toutes les organisations de journalistes et de droits de l'homme sont d'accord. Renforcer le secret des sources, mettre à bas le secret des affaires, qui crée une opacité par rapport à des choses que nous révélons. Et puis, il faudrait, ce qui existe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui n'existe pas en France, ça s'appelle, dans ces pays-là, en anglais, Freedom of Information Act, c'est-à-dire c'est un droit fondamental à l'accès à l'information. Vous savez qu'aux États-Unis, l'agenda du président, on a accès. Mais pas l'agenda simplement officiel. Il doit rendre compte. On a accès à toutes sortes de documents internes. C'est-à-dire que l'activité de ceux qui nous gouvernent nous appartient. Et ils déclassifient les trucs plus vite que nous. Et ces instances sont des instances réellement indépendantes. C'est pas le président qui nomme quelqu'un qui est à sa botte. Et par exemple, en Grande-Bretagne, c'est un journaliste, c'est une instance très indépendante. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, pour avoir accès à des documents officiels, on passe par une structure qui s'appelle la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs. Même si elle dit oui, ses avis sont pas contraignants. Donc les administrations peuvent refuser, notamment sur les questions de défense, etc. Donc on doit se batailler jusqu'au Conseil d'État. Et vous savez, c'est quelque chose de très concret. C'est Mediapart qui a mené la bataille. Vous savez, c'est notre argent qui finance les campagnes électorales.
Pourquoi ? Parce que j'avais révélé avec d'autres dans les années 80, pardon pour les jeunes, ça fait pas Père Castor, hein, voilà. Ça fait, On dit boomer. Mais... J'avais révélé dans les années 80 avec d'autres que toutes les forces politiques, et pas seulement la droite qui était assimilée à des partis d'argent, trichaient, avaient des financements illicites. Là-dessus, il y a un Premier ministre, Michel Rocard, qui a dit puisque ça coûte et que tout le monde triche, il faut faire une loi pour financer la vie politique et éviter que ce soit l'argent qui fasse la différence. Donc, nous finançons les campagnes électorales, nous finançons... D'où le scandale, quand ils sont pris la main dans le sac, c'est Kadhafi, Sarkozy, Kadhafi et d'autres, Big Malion, il faut qu'ils soient sanctionnés, puisque ça veut dire qu'ils dépassent le montant des remboursements. Mais ce que nous avons voulu chercher, c'est justement montrer cette tricherie. Parce que la commission qui contrôle, elle n'arrive pas à contrôler tout. Donc on voulait avoir accès aux détails, aux factures et tout ça. Ça nous avait été refusé. On a mené bataille. Et c'est comme ça qu'on a pu faire des révélations, compris aussi sur le Front National, Rassemblement National aujourd'hui, sur comment ils se financent et comment ils trichent alors qu'ils sont payés par nos impôts pour la vie publique. Je fais trop long. Non, on a alors, un tout petit peu trop long. On a beaucoup de questions à vous poser. C'est surtout ça. C'est pas les réponses. Le problème, c'est les questions. Oui. On a beaucoup de questions. Tout à l'heure, j'ai grainé un petit peu la liste des affaires qui portent les noms du coup des personnes sur qui portent les révélations de Mediapart, à tel point que Adèle en faisait des blagues tout à l'heure. Dès qu'il y a un remaniement, maintenant on se demande sur les nouveaux Pokémon là qu'on connaît pas, qu'est-ce que Mediapart va nous annoncer ? Qu'est-ce que ça dit de notre paysage politique, ça ? Le fait qu'il y ait des affaires sur pratiquement toutes les personnes les plus célèbres. Ça dit qu'il y a une grande dégradation qui est vraiment qui est très illustrée pour moi par cette présidence par rapport à ce qu'elle avait promis quand elle a voulu arriver, faire un nouveau souffle. Vous savez, il s'empêche plus, quoi. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que malgré les révélations, on a l'impression d'une impunité, de quelque bien chose. Bien sûr, la réponse est dans la question, c'est-à-dire que voilà, il faut... pour moi, quand on dirige un pays, on représente ce pays, on représente un intérêt public. Voilà, la présidence actuelle considère qu'il faut les protéger, qu'il faut entraver la justice, qu'il faut... voilà, alors que, comment dire, c'est pas une question de morale abstraite, c'est une question de... C'est un miroir, la politique. Et en faisant ça, on déprime tout le monde. On crée du ressentiment. On crée du tous pourris. Ça participe à l'abstention, ça participe à ce phénomène, d'accord. Bien sûr, moi je ne pense pas qu'ils sont tous pourris. Je pense qu'il y a plein de gens très bien qui sont dévoués à tout ça. Donc voilà, il faudrait un peu de tenue. Vous savez, il y a une citation littéraire, d'Albert Camus, un romancier souvent cité en France. Dans un roman posthume, il fait dire à son père « Un homme, ça s'empêche ». Ce qui est une phrase qui est très dans notre écho. Voilà, vivre ensemble, c'est se retenir, c'est faire attention à l'autre. Et pour répondre à votre question, on a l'impression d'un monde qui ne s'empêche pas. Absolument. Sacha ? C'est très dur de passer après cette réponse. J'ai une question un peu plus sur la stratégie de Mediapart. Par exemple, mi-janvier, Amélie Oudéa-Castéra, nommée ministre de l'Éducation, en plus d'être ministre des Sports. Dans la foulée, Mediapart dévoile une série d'enquêtes sur la scolarisation de ses enfants, sur Stanislas. Très bonne séquence, rondement menée. Non mais oui. J'ai apprécié. Maintenant que vous partez à la retraite... Non, pas à la retraite, je passe la présidence. Voilà, que vous passez la présidence, pardon. Est-ce que vous pouvez un peu nous avouer que la sérialisation, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de ne pas balancer tout ce que vous avez sous le coude du premier coup, c'est une stratégie qui est d'abord, qui est délibérée, un peu d'abord éditoriale, et puis aussi peut-être un peu économique, parce que tous les articles sont des papiers abonnés. Voilà, est-ce que vous pouvez nous... Alors, réponse en 2 points, Général et sur Oudéa-Castéra. Général, c'est vieux comme la presse. Vous le connaissez, vous allez regarder des feuilletons à la télé. Balzac, Alexandre Dumas, c'était des feuilletons. Oui. C'est vieux comme la presse. Mais donc vous feuilletonnez. Cette histoire du feuilletonnage, c'est la recette élémentaire. C'est devenu une blague entre nous, de se dire c'est que le début, quoi. Mais je faisais déjà ça quand je faisais l'enquêteur moi-même. C'est un feuilleton, une enquête. Et il faut tenir en haleine son public. Et il n'y a pas de honte à ça. Non. Et quand vous tirez un fil, on trouve un autre truc, on trouve un autre épisode. Il y a d'autres sources qui vous appellent. Voilà. Ouais. Et donc, j'en viens au cas particulier. Madame Oudéa-Castéra, c'est très simple. Elle est nommée ministre de l'Éducation nationale. On a juste une info qu'elle a mis ses fils dans un établissement privé, des élites, très catho, tradis.
C'est juste cette petite info qu'on sort. Là-dessus, elle est interrogée. Par qui ? Par Mediapart, parce que le micro qui est tendu, ça a été repris par BFM, par tout le monde, mais le micro et la question, c'est Ilyes Ramdani de Mediapart qui lui pose la question. Et là, elle ment comme une arracheuse de dents. Alors qu'Attal lui avait dit réponds pas. Et il y a une institutrice, ses enfants, il dit mais ils sont restés que 6 mois, j'ai jamais été absente, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, les gens, ils nous appellent. Et puis les gens, ils disent mais en fait, c'est pas possible, comment elle a pu mentir comme ça ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, c'est la culture Mediapart, culture task force, culture collective. Il n'y avait rien sous il y avait rien, il y avait rien sous le coude. On attendait le piège, le machin. Mais du coup, tout le monde s'y est mis. Et pas pour, c'est pas un tir au pigeon et c'est pas Madame Oudéa Castéra comme c'est poser des questions d'intérêt général, un séparatisme social de certains milieux très privilégiés. Depuis, vous avez des très intellectuels, très solides comme Thomas Piketty, un économiste qui fait une tribune tout récemment. Si ça continue comme ça, dans 10 ans, toutes les classes privilégiées enverront leurs enfants, l'inverse de la promesse de l'école républicaine, uniquement dans des établissements privés très privilégiés. Et les autres ailleurs. Et on l'a constaté, ça a relancé. Il disait, faut pas relancer la guerre scolaire. Si, ça l'a relancé. On repense cette question alors qu'on la croyait réglée. Et en posant une bonne question, il faut quand même savoir qu'est-ce que ça veut dire enseignement privé sous contrat. Ça veut dire que pratiquement 95% des frais de fonctionnement, les salaires des enseignants et tout, sont payés par nous, par l'impôt, par l'État. Donc c'est pour ça qu'il y a un contrat. Et du coup, comme on connaissait bien cet établissement Stanislas, sur lequel on avait fait une enquête grâce à des anciens élèves qui nous avaient alertés, on a montré des problèmes. Quand même, une ministre de l'Éducation qui est quand même chargée de combattre les discriminations sexuelles, qui est chargée de faire vivre la mixité, elle a fait le choix que ses 3 fils aillent au collège qui est un collège uniquement, des classes uniquement masculines, où ils ne rencontrent jamais de filles. Ça fait que quand ils arrivent en seconde, c'est là où il y a le plus grand nombre de blagues salaces. Enfin, voilà, c'est-à-dire que vivre normalement dans notre société, quoi. Edoui Plenel, est-ce que ça vous arrive d'être utilisé par des responsables politiques qui essayent de faire passer des boules puantes contre des adversaires via des révélations de Mediapart? Alors, ça vous est déjà arrivé, ça? Il y a toutes sortes de sources. En plus de près de 50 ans de journaliste, je ne fais pas la morale aux sources. Mon boulot, c'est de vérifier, c'est de recouper. Par ailleurs, comment dire, Mediapart, l'instrumentaliser, je souhaite bonne chance à celle ou celui qui essaiera de bonheur. Là. Parce que, bon, voilà, on a des procédures. C'est vrai que c'est d'autres, je crois que c'est Le Point qui s'est rendu coupable d'une fausse enquête absolument scandaleuse sur Alexis Corbière et Raquel Garrido, effectivement. Et ça, nous, je veux dire, je demande à être jugé là-dessus. Nous n'avons jamais publié une information erronée. On peut discuter de nos hiérarchies éditoriales, des commentaires qui vont avec. Mais comment dire, le jugement sur un journal comme celui-là, c'est ça. Et vous savez, le plus beau compliment sur Mediapart, qui a plus de 220 000 abonnés aujourd'hui, qui est le 3e quotidien généraliste français en nombre d'abonnés derrière Le Monde et Le Figaro, c'est quand des gens me voient et me disent, vous savez, je pense que je ne vote pas comme vous. Je ne suis pas sûr que je vote, mais enfin, peu importe. Mais, vous votez pas mais si, je vote. Mais je veux pas... J'ai peut-être une révélation. Je peux pas dire. Non, mais parfois, je suis triste, quoi. Voilà. Mais... je suis triste. Et quand des gens disent, vous savez, je ne pense pas qu'on soit d'accord, ou je ne pense pas que j'ai la même opinion que vous, mais vous savez, heureusement que vous existez. Quand vous avez plus de 220 000 abonnés, ça veut dire que vous avez 5 millions de visiteurs uniques. Tout ça, vous avez des gens comme ce soir, où il y a 5 millions de personnes qui nous écoutent. Vous avez, au moins. Vous avez des gens de très, très différents. Et notre utilité sociale, c'est est-ce que nos infos sont justes, sont pertinentes, sont utiles et nous aident à débattre entre nous, à réfléchir entre nous. Usul ?
Oui, on parlait d'influence, si Mediapart peut être utilisé par des adversaires. Voilà. Ça arrive que les journalistes, en effet, soient manipulés par leurs sources. Et puis là, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le KGB aurait eu des agents traitants, y compris jusqu'à l'Express. Et donc, on réouvre un peu les trucs parce que pour le coup, là, il y a eu des archives d'ouvertes, donc on a des sources. C'est un soupçon. On voit aussi les pressions des services russes encore aujourd'hui. Qui aussi ont des relations avec des journalistes et essaient de peser. On en est où aujourd'hui de qu'est-ce qui nous garantit aussi l'indépendance? Parce que par exemple sur les Américains on sait rien, on sait pas trop. Toi-même, tu as été accusé d'être à la solde de la CIA. Souvent, ça revient comme blague. Sérieux? Oui, oui. Non, c'est pas souvent. C'est une invention qui a été faite face à mes révélations sur la présidence de François Mitterrand. Quand a eu lieu le procès du scandale du cabinet noir de Mitterrand, Mitterrand était mort. Ils ont inventé une légende pour essayer de s'en sortir, disant que l'ancien militant trotskiste que j'étais dans ma jeunesse était un agent de la CIA, voilà, dont la justice a fait florès. Et du coup, ça revient. Mais on en est où maintenant? C'est toujours, je veux dire, dans les rédactions. Non, la vérité que nous on vit et qu'on a révélé aussi bien. Non, c'est comment aujourd'hui, avec le numérique, il y a des agences, souvent issues de gens des services de renseignement, notamment d'une unité très très compétente en Israël sur les questions numériques, digitales, qui ont créé des agences d'influence numérique qui vendent leurs services pour aller manipuler les espaces participatifs. Et nous, alors il y en a pour tout le monde. On en a révélé pour le Qatar, on en a révélé pour les Émirats Arabes Unis, on a révélé comment des journalistes s'y prêtaient, des journalistes, y compris des journalistes qui faisaient par exemple, nous, on a fait le ménage, on a révélé que notre club participatif, il y avait plusieurs centaines de blogs qui étaient manipulés par ces milieux, et c'est nous-mêmes qui avons fait l'enquête. Et donc, c'est la vraie question, et c'est la vraie question qui concerne, au fond, toutes les puissances qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Claire? Ouais, on a beaucoup parlé de la jambe principale, je pense, de Mediapart, qui est le journalisme d'investigation. Mais je pense que Mediapart, il y a aussi les papiers de Fabien Escalona, il y a aussi les papiers de Romaric Gaudin. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a un rôle intellectuel au sens très profond et très noble de ce terme, avec toute l'histoire des intellectuels en France que joue Mediapart. Et donc, comment vous percevez ça, peut-être ce double rôle de Mediapart? Est-ce que ces deux jambes sont cohérentes entre elles? Vous avez employé la bonne formule, car c'est celle que j'aime employer à Mediapart, en disant on marche sur deux jambes. Donc il y a une jambe qui est, je le dis tout simplement, c'est le côté Robin des Bois de Mediapart, qui fait la popularité. Robin des Bois, nous on va chercher les secrets indûment pris par les puissants et qui appartiennent à tout le monde. Mais l'autre jambe, et qui est décisive, c'est que si c'est simplement une accumulation de scoops, d'infos exclusives, on va s'y perdre, comme un arbre de Noël qui scintille. L'autre jambe, c'est qu'il faut donner du sens. Et c'est pour ça qu'il y a un pluralisme des médias par ailleurs. Donc nous, on donne du sens en disant, ben voilà, toutes ces infos, elles nous disent ça. Et vous avez cité des gens sur l'économie, sur la politique, mais je pense notre pôle écologique, avec Jade Lingard, avec Michael Correa, avec Amélie Poinceau, et qui est en pointe, y compris sur les questions agricoles récemment, les questions du nucléaire, sur des questions qui sont essentielles. La montre tourne, elle est déjà trop tard. Et là, ils font un travail qui est aussi d'investigation. Michael l'a montré sur Total, l'entreprise pétrolière française. Il n'y a pas de pétrole chez nous, mais il y a une des plus grosses entreprises pétrolières du monde qui est au cœur des crimes climatiques. Faut le dire comme c'est. Après les trois principaux, c'est le russe, le chinois et le saoudien. Les grosses entreprises pétrolières qui dégagent. C'est comme par hasard ces trois pays-là. Mais vraiment, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'aujourd'hui, pour y voir clair, il faut ça aussi, il faut donner du sens. Et le faire, j'y insiste aussi, et c'est ce que vous faites dans un journal participatif. Mediapart, c'est média à part et participatif. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément le dernier mot. Nos lecteurs peuvent nous discuter, nous compléter, nous interpeller.
Et ça, c'est essentiel aussi, parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas dans une bulle, mais bien sûr que Mediapart essaie. Je vais le dire autrement d'un seul mot. Pour moi, l'idéal d'un bon journal, c'est une université populaire. Il n'y a pas besoin de diplôme pour y rentrer, et j'apprends toujours quelque chose. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui utilisent votre passé trotskiste pour vous reprocher, vous soupçonner d'être un agent à la solde de l'extrême gauche qui a un agenda politique, etc. Qu'est-ce que En vous leur plus de la CIA. Oui. Bah, justement, là, on a quitté la CIA, on est de l'autre côté. Au tout début, dans les années 80, j'étais au KGB, ce qui était, ça a été la première rumeur. Non, mais comment dire, je réponds deux choses. D'abord, je demande qu'on regarde ce que j'ai fait. Je crois que vraiment, toutes les affaires qui ont dérangé des pouvoirs de gauche, quand ils mordaient la ligne, au monde, c'est moi qui les ai sortis, sous la présidence de François Mitterrand. C'est pas le Figaro. Au contraire, je l'avais contre moi. Je l'avais contre moi. La presse de droite défendait les secrets indus de Mitterrand. D'accord. Oui, on peut retrouver incroyable. ça sur l'affaire Greenpeace, sur les Irlandais de Vincennes, sur etc. Et ainsi de suite. Bon, donc voilà, l'indépendance, c'est ça. Quand François Hollande a été élu, et Dieu sait, Mediapart avait pris position pour un changement après la présidence Sarkozy. Le slogan de Mediapart que j'ai lancé, c'est, il avait dit, le changement, c'est maintenant, François Hollande, Ouais, qu'on a vu tout à l'heure. on se souvient, ouais. Hein. Eh bien moi, j'ai dit, l'indépendance, c'est maintenant. Ça a donné quoi? L'affaire Cahuzac. C'est Où on vrai, a eu moins 4 d'un an plus mois, tard. tout le monde politique et tout le monde médiatique contre nous. Donc, première réponse, l'indépendance, ça se juge au pied du mur. Est-ce que vous êtes vraiment indépendant? Est-ce que vous mettez les choses sous le tapis quand ça dérange vos amis, vos sensibilités, vos relations, etc. Puis la deuxième réponse, pour faire très court et sans faire un cours historique, c'est Allez-y. quoi oui, sans faire un cours historique. Moi, l'investissement intellectuel que j'ai eu dans ma jeunesse, rejoint ça. Je préfère, plutôt que de dire trotskiste, c'est ce qu'on appelait l'opposition de gauche au stalinisme, dans laquelle il y avait beaucoup de C'était libertaires. le trotskisme. Non, mais on dit Trotsky. Oui, on amené utilise à le mot. Trotsky. Mais pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que quelles que soient les sectes que ça a pu donner, les sectarismes, Ouais. les excès, les erreurs, il y a eu des gens Il y en a eu. qui ont fait un sursaut moral quand il y avait le fascisme qui arrivait, la catastrophe, la Shoah, le génocide, la destruction des Juifs d'Europe. Il fallait combattre ça. Et ils l'ont vu et ils l'ont combattu. Mais en même temps, ils voyaient l'imposture de ce qu'était Staline en Union soviétique. Et ils étaient tout seuls. Et ils ont été, pour certains, assassinés pour l'avoir dit, dont Trotsky lui-même. Ils voyaient que les procès de Moscou, c'était une imposture. Ils disaient, oui, il y a les camps de concentration nazis, mais il y a le goulag. Et avant, Solzhenitsyn. Moi, je suis issu de ça. Il faut gueuler la vérité. Il faut dire la vérité, même si elle dérange, même si elle vous amène à penser contre vous-même. Ça crée des adversités. Je suis bien placé pour oui, savoir. Mais en même temps, au bout du compte, un jour ou l'autre, on dira, mais heureusement que ces gens-là, ils ont sauvé des principes. En ce moment se tiennent les états généraux de l'information déclenchés par Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, c'est une réponse à la bollorhisation en cours de l'audiovisuel? Alors, c'est les états généraux présidentiels de l'information. Oui, parce qu'il y a une Il y avait déjà contre-soirée eu aussi. une première édition sous Sarkozy, qu'à l'époque, nous avions critiqué au nom de cette idée que c'est pas au président de faire ça. Si je me souviens bien, Nicolas Sarkozy avait proposé de dépénaliser le droit de la presse pour le faire entrer dans le code civil, ce qui aurait Oui, été le pire des trucs. ouais. Enfin, voilà. Et à l'époque, nous avions mené campagne contre ces États généraux avec Reporters sans frontières. Bon, les choses passent. Aujourd'hui, Reporters sans frontières, via son secrétaire général, est embarqué là-dedans. Je vais vous dire ma position sur les États généraux d'une formule toute simple que m'a soufflé Fabrice Arfi, qui est figure de l'enquête à Mediapart. Confier au président le pouvoir exécutif dans notre pays qui a cette monarchie où la volonté d'un seul confisque le pouvoir de tous, le pouvoir du président, c'est lui qui va décider ce qui retient pas, tout ça est opaque. C'est comme si vous vous disiez, il faut réformer la loi de 1905 sur la laïcité et on va confier ça au pape. C'est la même chose. D'accord. Ben, Donc, la presse, en fait, le verre est dans c'est un contre-pouvoir. le verre est dans le fruit depuis le début. Mais bien Les états sûr, généraux de l'information ne donneront rien. C'est pas. selon Moi, vous. je verrai. Voilà, on verra ce qu'ils disent. Mais ma position de principe, c'est que c'est impensable de dire le président de la République,
Le même qui, en 2018, en pleine affaire Benalla, dit « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ». Antiphrase, parce qu'on était en train de montrer et on a continué tout ce que cachait l'affaire Benalla. C'est nous qui avons poursuivi après Le Monde les histoires avec les oligarques russes, les faux passeports diplomatiques, le selfie avec une arme, tout ça qui a été attesté. C'était Mediapart. Et donc, le président, quand il dit ça, nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, antiphrase, c'est-à-dire qu'il y a une presse qui cherche la vérité qui me dérange. Le lendemain, et c'est l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, il tue quoi ? La commission d'enquête de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il dit à ses troupes, pas de commission d'enquête parlementaire. Nous sommes dans un pays, et depuis Montesquieu, c'est un principe. Il y a le pouvoir exécutif, c'est lui, il y a le pouvoir législatif, et il y a le pouvoir judiciaire. Tout ça doit être indépendant. Et on a un truc de mainmise du pouvoir présidentiel, et qui, y compris, considère que réformer le contre-pouvoir que doit être la liberté de la presse, ça lui revient. Et par ailleurs, pour répondre, cette décision est prise parce qu'il n'avait rien fait sur la mainmise de Bolloré sur les médias, quand nos confrères et consoeurs du JDD se sont mobilisés. Donc on verra ce qu'ils diront, parce que je crois qu'il y a des gens de bonne volonté qui se sont embarqués là-dedans. On verra le résultat, mais comme vous avez dit, en effet, le verre est dans le fruit. Claire ? Ouais, une question plus concrète, quoique je pense que là-dessus aussi, la forme rejoint le fond. Votre modèle économique, il rejoint aussi votre intransigeance sur l'idée d'indépendance, mais aussi quelque part sur la démocratie. Est-ce que vous pourriez nous détailler comment ça fonctionne ? Et est-ce que c'est reproductible ? Voilà, ça donnait quoi pour Mediapart ? On a été pionnier d'un modèle qui aujourd'hui est pris dans le monde entier par toute la presse, au sens la presse quotidienne d'information générale, qui est que l'information a une valeur. Quand on a créé Mediapart, les gens disaient « l'information est gratuite sur Internet ». Tout est gratuit. Moi, je disais, la gratuité, ça peut être, au fond, la fin de la qualité de l'information, la porte ouverte au divertissement, ou à une forme de divertissement très dangereuse qui est le blablabla des opinions. C'est ce que nous avons sur certaines chaînes de radio et de télévision, y compris des pires, où on s'autorise de soi-même pour dire ce qu'on pense. Bon. La démocratie, c'est pas mon opinion contre la tienne. Sinon, c'est la guerre de tous contre tous. Mon préjugé contre le tien, mon identité, ma communauté, etc. La démocratie, c'est mettre au cœur des infos, un rapport au réel, à la raison. Encore plus quand il y a les propagandes, les manipulations, les guerres, etc. Donc nous, on a dit, cette question de la valeur de l'information, ça se traduit par un modèle économique. Et il n'y a pas de raison, si notre offre éditoriale est au rendez-vous, que le public ne comprenne pas. C'est ce qui s'est passé. Mediapart, à 98% de ses recettes, c'est l'abonnement. C'est le cœur, le reste c'est parfois des reventes de contenu. Et Mediapart est depuis 13 ans une entreprise de presse et la seule à ce point totalement profitable, rentable, qui a pu se développer. On a commencé à 25, on est près de 140 aujourd'hui. La moitié sont des journalistes, du coup on a développé tout le reste, les informaticiens, le pôle produit et technique, le marketing, la communication, la gestion, etc. C'est-à-dire tout ça, il fait le service abonné. Donc le modèle, c'est quoi ? C'est construire une nouvelle... Comment je vais vous le dire plus simplement ? Il y a une méfiance à l'égard des médias, profonde. Et si les journalistes ne se battent pas pour la valeur de ce qu'ils font, s'ils ne se battent pas, on me reproche souvent de dire, je ne l'ai pas encore dit, abonnez-vous. Non, vous avez raison de le dire. S'ils ne se battent pas pour ce lien, pour créer cette relation de confiance, c'est notre logo. Vous savez, notre logo... C'est important parce que c'est un petit souvenir ému pour moi. C'est un ami qui était éditeur qui avait fait d'une vieille gravure du 19e siècle. C'était un vendeur de journal dans la rue. Pour moi, c'est Gavroche, c'est le gamin des rues. Demandez, dernière édition, exclusivité, ne manquez pas, révélation, etc. Gavroche, le gamin des rues. L'information, elle est dans la rue, elle vit avec la société. Et donc, on a dessiné Web 2.0 à l'époque, ce crieur de journal. C'est le crieur. Et voilà. Et donc, le modèle économique, bien sûr que c'est une histoire d'entreprise. Je voudrais développer là-dessus aussi, parce que
Il y a eu les auditions de CNews, il y a eu les auditions de toute l'équipe de CNews qui s'est pointée en commission sous la direction enfin c'est Aurélien Saint-Toul qui avait impulsé ce truc-là, là. Et à un moment, il demande à Maxime Sadet, je crois, de CNews et du groupe Canal, est-ce que CNews est déficitaire, en gros. Et CNews, et alors que dans son engagement pour prendre ce canal TNT, il est dit, bon, il faut que ce soit un truc rentable, parce qu'on a déjà vu des chaînes TNT s'effondrer, parce que leur modèle était un peu pourri, et donc ça la fout mal. Or, CNews n'est toujours pas rentable, alors qu'ils nous disent que ça va bien, les audiences vont bien. Bah oui, mais donc ça fonctionne à perte, avec un Bolloré qui peut injecter de l'argent, du reste de l'argent du groupe Canal, et Mediapart, en fait, c'est l'inverse. C'est un rapport. Là par contre, le fait d'être bénéficiaire est aussi un gage d'indépendance. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait impulser, parce qu'on en reparle ces derniers temps sur les canaux TNT, mais globalement, notre modèle de la presse, est-ce qu'il y aurait des choses à changer, des choses à interdire, des choses à structurer? Il y a le fonds pour la presse libre maintenant. Vous pouvez peut-être nous en parler? Il y a plein de choses à faire. Du coup, le fonds pour la presse libre qu'on a créé, qui est une structure non lucrative, qui sanctuarise le capital de Mediapart et qui aide toutes sortes de médias indépendants à organiser des états généraux de la presse indépendante face aux états généraux présidentiels, où il y a près d'une 60aine de propositions. Donc, c'est sur le papier, sur ce qu'il faudrait faire. Alors, je ne vais pas toutes les détailler. Il y en a qui concernent le journalisme, on a parlé du secret des affaires, du secret des sources. Il y en a qui concernent l'économie de la presse, tu as raison de souligner ça. Elle n'est pas transparente. Nous, notre réussite est dans une concurrence non libre et faussée. Nous refusons les subventions publiques. Tous nos concurrents touchent des subventions publiques de l'État alors qu'ils sont possédés par des milliardaires richissimes. Donc je ne vois pas pourquoi l'argent de nos impôts devrait aller à la place de ces milliardaires. Ils font des accords confidentiels avec ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, et notamment Google, les plateformes, qui sont confidentielles. Donc on ne sait pas combien ils leur versent et quelles sont les conditions qui font que parfois, quand vous vous abonnez à ces médias, en fait, vos données vont à Google. Elles sont vendues à Google. Ils ont d'autres accords de financement et puis ils ont ces mécènes privés qui, au fond, n'investissent pas dans les médias. En fait, ils se débrouillent pour acheter de l'influence, grâce aux aides, faire que ça ne perde pas trop d'argent. Et puis, du coup, vaille que vaille, ça continue et c'est très malsain. Ça peut même équilibrer certaines de leurs autres affaires pour les impôts et tout. Oui, peut-être. Mais surtout, je dis, c'est mauvais pour notre métier parce qu'il y a des gens très bien dans ces médias. Mais du coup, ils se battent plus. Je veux dire, ils n'ont plus le sentiment que c'est à eux d'aller... Voilà, il faut avoir la vérité des prix. Alors, deuxième question, parmi toutes les mesures, la question de ce qui se passe sur l'audiovisuel, radio et télévision. Pour moi, c'est très simple. Une chaîne hertzienne qui fait que par hasard, vous tombez sur une... maintenant. Non, mais une fréquence hertzienne, fréquence publique. TNT. Ou la TNT. TNT, oui, c'est pas grave. C'est le vieux mot. Mais ce que je veux dire, tu mets ta radio, tu mets ta télé, tu tombes, tu n'as pas demandé, tu n'as pas fait le choix de venir ce soir à Backseat, tu n'as pas fait le choix de t'abonner à Mediapart, tu n'as pas fait le choix d'aller à un kiosque. Tu tombes dessus. Tu tombes sur C8, CNews, Europe 1, machin. Tu tombes dessus. C'est un bien public. Une autorité de régulation, qui s'appelle l'Arcom aujourd'hui, confie à un opérateur privé un bien public. Et eux, ils signent une convention. Quand vous regardez la convention qu'ils signent, elle les engage à respecter ce qu'on pourrait appeler les valeurs fondamentales de la démocratie française, son bloc de constitutionnalité. La Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle, le préambule de la Constitution. Pour moi, la question n'est pas de faire des condamnations à des amendes, parce qu'il y en a plus d'une trentaine, parce qu'il y a du racisme, parce qu'il y a des mensonges historiques, etc. Et puis pareil, il peut payer il a l'immense fortune pour payer. Voilà. Ma question est toute simple. On ne peut pas avoir des médias de masse, radio et télévision, qui violent la démocratie, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est-à-dire nos valeurs démocratiques. Sinon, on laisse la porte ouverte à des médias d'opinion, et en l'occurrence des opinions les pires, extrêmes, qui peuvent diffuser des paniques, diffuser des haines, diffuser des peurs, diffuser des fausses nouvelles. Et ça, c'est très dangereux. Donc pour moi, les renouvellements des fréquences... Il faudrait les virer de la TNT, là. Ils ne doivent pas. On ne doit pas. Pour moi, c'est très simple. Il y a une pétition qui a été lancée d'ailleurs. Il ne peut pas y avoir. Ils ont droit d'aller faire leurs médias d'opinion
sur un modèle où on va les acheter, où on fait la démarche, et après ils répondent devant les tribunaux si des gens les poursuivent. Mais on ne peut pas confier dans le paysage radio, télévision public en accès libre. Et la réponse n'est pas de dire on va faire un média d'extrême gauche face aux médias d'extrême droite. Non. Là, on tombe dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la guerre des opinions, plus de monde commun. On voulait justement vous parler, Edoui Plenel, de l'extrême droite. Pour ça, on va vous montrer un extrait du documentaire Backseat qui sera diffusé en avant-première le 26 mars prochain. Prenez vos places. C'est Safia Haït Warabi, militante antiraciste, qui raconte sa confrontation avec l'extrême droite. On l'écoute. Fin 2022, début 2023, c'est la première fois que je rencontre, par exemple, le GUD. J'ai une conférence sur l'indépendance de l'Algérie. Et en fait, ils sont venus à 15 intimider la conférence. Et 2023, pendant le mouvement social contre la réforme des retraites, je les recroise à Nanterre. Ils viennent un vendredi soir, il n'y a plus beaucoup de gens, il n'y avait que les militants sur la fac. Donc on savait aussi qu'on risquait pas mal, qu'on était quand même assez ciblé par le GUD, qui a toujours signifié dans sa communication, que ce soit dans ses tracts ou sur les réseaux sociaux, qu'il voulait chasser du gauchiste, qu'il voulait chasser de l'antiraciste, qu'il voulait chasser du syndicaliste. On avait aussi reçu Yann Castagnier qui bosse chez Mediapart pour parler de l'extrême droite. Vous aussi, vous l'avez connu dans les années 70, cette confrontation avec l'extrême droite. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce retour de la confrontation avec l'extrême droite ? J'ai fait un livre l'an dernier qui s'appelle « L'appel à la vigilance face à l'extrême droite » pour rappeler un appel qu'avait lancé en 93, donc il y a 31 ans maintenant, toutes sortes d'intellectuels. La question n'est pas pour moi la confrontation qui libère aujourd'hui cette extrême droite militante, agressive. Il y a encore des articles sur Mediapart aujourd'hui. Il y a eu toutes sortes de campagnes d'intimidation violentes. On voit qu'elle est libérée. Je l'ai connue dans les années 70. Cette extrême droite violente, armée, attaquant les meetings, défendant la haine de l'autre, l'expulsion de toute personne liée à la diversité de notre peuple, etc. La question qui interpelle et qui est la suite de notre discussion, qu'est-ce qui a libéré cette parole aujourd'hui ? La question, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité intellectuelle et médiatique. Et moi, je suis un témoin depuis 30 ans. Comment s'est fait cette ouverture à cette parole ? Pour moi, il y avait une digue, qui est ce que j'ai rappelé, la digue des principes. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite dont nous parlons au-delà des étiquettes ? C'est les ennemis de l'égalité naturelle. Ceux qui pensent qu'il y a une hiérarchie des humanités, qu'il y a des civilisations, des identités, des religions, des apparences, des croyances qui sont supérieures à d'autres. Nous savons d'expériences vécues que c'est une idéologie potentiellement criminelle. À partir du moment où on considère que ce sont des idées comme les autres, à partir du moment où on les banalise, et ça peut arriver aux meilleurs peuples, ça peut arriver aux sociétés les plus éduquées, cela peut, dans certaines circonstances, créer le pire, faire que des gens très civilisés en apparence sombrent dans la barbarie, dans le crime contre l'humanité, parce qu'ils se disent qu'en effet, cette humanité qui est inférieure, ils peuvent la supprimer. Ça, aucune civilisation n'est à l'abri de ça. Nous l'avons vu avec le Rwanda, où c'est arrivé avec une idéologie comme celle-là, qui a été répandue avec une fabrication, comme le mythe arien-sémite en Europe, c'était Hutu, Tutsi. Et des gens se sont mis à la machette à massacrer leurs voisins, voire leurs proches. Et tout ça, ça n'est pas possible sans Radio Mille Collines. C'est-à-dire que la presse a toujours un rôle dans cette Il me montée. double. Mais, Oui, mais vous complétez l'un l'autre, on le sait. C'est bien, on un peu d'accord. On n'avait pas répété, mais en effet, ce que racontent tous les spécialistes du Rwanda, c'est la machette dans une main, le transistor dans l'autre. Voilà. Et ça, on est vraiment. C'est pour moi vraiment la question qui est posée aujourd'hui, d'où les alarmes que nous posons quand nos dirigeants, certains venus de la gauche, donc il n'y a pas que la droite, flirtent avec ça. Flirtent avec, par exemple, cette idée de l'identité. On a tous des identités, mais c'est des identités en relation. On est fait de toutes sortes d'histoires, comme notre cuisine, comme notre langage, comme toutes nos histoires familiales. À partir du moment où on s'ancre dans une identité à racines uniques, on s'oublie soi-même, on se perd soi-même. On continue, Sacha ? Est-ce qu'on ne ressent pas parfois un peu de découragement quand on voit que la dernière bafouille de Pascal Praud a
pas plus d'impact, mais plus de retentissement qu'une enquête qui est dans le vrai sur l'extrême droite, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de lassitude? Enfin... Je sais pas. Il y a des... D'abord, il faut essayer. faut faire ce qu'on doit faire. Le pire reproche qu'on puisse se faire, c'est de ne pas l'avoir fait. C'était formidable, la phrase du César du meilleur rôle masculin. Ah ouais. Arié, j'oublie son nom, qui est pour le rôle de Pierre Goldman, et qui, en appelant au cessez-le-feu à Gaza, a dit les choses s'empirent parce qu'on n'a pas essayé. Il faut d'abord essayer. C'est d'abord parce qu'on ne fait pas, parce qu'on n'agit pas. Donc d'abord, voilà, et c'est la différence avec la politique professionnelle, hein, qui pense, est-ce que je vais être élu, est-ce que je vais y arriver? Non, il faut essayer, il faut faire ce qu'on doit faire à la place où on est. Ensuite, je ne sais pas, il y a des bulles comme ça, des bulles d'audience, des bulles... Vous savez, si les autorités de régulation prennent leurs responsabilités sur C8 et sur CNews, Hanouna reviendra là où il devait rester, hein, sorte d'amuseur. Parce que je dis ça, les gens qui ont accepté dans le passé à aller à ce genre d'émissions, qui se prétendent populaires, il y a un grand mépris du peuple dans ces émissions-là. Il y a une dignité populaire. Le peuple, c'est pas la vulgarité, la grossièreté, la méchanceté. Il y a quelque chose qui, moi, me choque beaucoup dans cette idée. Faire peuple, ce serait ça. Non, c'est faire du fric. Et sur de la saloperie. Oui, parce qu'eux, ils parlent des bobos, il y en a qui parlent de boubours. Eux, c'est les bourgeois bourrins. Voilà. Pour faire populaire, ils font les bourrins. Ah, je connaissais pas ça. Ah ouais? Non, je l'ai... Bourbourg, ok. Non, c'est retenu. Moi, Claire avait une question à poser. Oui, je voulais revenir sur cette idée des digues intellectuelles qui sautent. Et lorsque la loi immigration est passée, vous avez écrit un billet sous le titre « Quand le macronisme s'est révélé être un lepénisme ». Donc, quelle responsabilité vous mettez justement au macronisme, à ce qui fait de déstructuration des idées dans la progression de l'extrême droite et dans le fait que les digues... Le confusionnisme. Voilà, exactement. Ça a commencé sous la présidence Hollande. Hein. Il est très sympathique. François Hollande, je le connais bien. Dans le passé, monsieur Petite Phrase, mais quand il cède déjà, lui, sur la préférence nationale, sur la déchéance de nationalité, c'est ça, la déchéance de nationalité, ça veut dire pas la préférence nationale. Il l'a regretté plus tard. Sur la déchéance de nationalité, il fait une brèche. Hein. Parce que la préférence nationale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est là où on commence. Hein. On commence à faire tomber l'universalité des droits et on mine l'égalité. Après, ça concernera tout le monde. Voilà. Donc, pour moi, j'avais dit sous la présidence Hollande, ça visait surtout son Premier ministre Manuel Valls. Je vais vous faire une confidence. Je connais François Hollande depuis tout petit, j'allais dire, il est un peu plus jeune que moi. Quand j'ai commencé mes enquêtes en 82, le journalisme qui me vaut à la fois des amis et des ennemis, François Hollande n'était pas en politique, il était en cabinet ministériel. Et dans notre métier, souvent, les bonnes sources, c'est pas le ministre, hein, c'est pas la politique, c'est derrière, voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Comme source. Oui, comme voilà. Et puis. Et puis, ouais, il est bavard, hein, ça, faut pas dire. Ouais, il faut recouper. Ouais. Il faut recouper. Et puis, c'est ce qui fait, alors que je tiens plutôt à distance le monde politique, que je le tutoie. Voilà. Et François Hollande, quand il est devenu premier secrétaire, donc il connaissait mon travail. Quand j'ai été entre Le Monde et Mediapart, donc j'étais sans journal que je pouvais embêté en faisant ça, il m'a proposé un livre d'entretien. Nous avons fait un livre d'entretien qu'on peut relire et où les réponses de François Hollande sont intéressantes. Ça s'appelle « Devoir de vérité ». Et à un moment, je le vois dire « le problème du Parti socialiste, c'est que ceux qu'on aimerait y voir... » Alors, c'était une phrase pour séduire des copains à moi ou d'autres gens comme ça. « Ceux qu'on aimerait y voir n'y sont pas. Et ceux qui y sont, il y en a qu'on n'aimerait pas y voir. » Je lui dis « Ah bon, mais à qui tu penses ? À qui tu penses que tu aimerais pas voir au Parti socialiste ?» Et là, il me cite 2 noms. Jean-Christophe Cambadélis et Manuel Valls. Voilà. De l'un, il va faire Premier ministre et l'autre président de la Cour des comptes. Le premier secrétaire du Parti socialiste et de l'autre le Premier ministre. C'est à n'y rien comprendre. Et je lui dis pourquoi ? Il pensait que c'était des voyous dans la pratique politique. Ils n'avaient pas de morale, ils n'avaient pas d'éthique. On peut être en désaccord avec Hollande, mais il n'y a pas de casserole de ce point de vue. Et
Et là, pour moi, c'est une énigme. C'est-à-dire que la décomposition qui produit Macron commence là. Après, il y a le phénomène Macron, où là, quand j'ai dit un homme, ça s'empêche, lui, il ne s'empêche vraiment pas. Et là, je suis sidéré. Quand je dis il ne s'empêche vraiment pas, n'oubliez pas ce qu'il nous a fait quand même sur Depardieu. Pour essayer de faire oublier justement le vote de la loi immigration, faire diversion. Et alors qu'on met toutes les choses sur la table, et c'est l'actrice Anouk Grimbert qui a été formidable dans sa réaction, mais enfin quand même, il est venu dire c'est l'honneur de la France, Depardieu. Lui qui disait la cause des femmes. Et Anouk Grimbert l'a fait très bien, elle a tourné avec Depardieu, donc elle sait que le talent de Depardieu, c'est pas la question, c'est dire voilà, il y a un système qui a permis une situation d'abus de pouvoir. Eh bien, c'était comme si l'abus de pouvoir présidentiel rendait hommage à l'abus de pouvoir masculin. Et j'ai trouvé ça terrifiant. Jules, peut-être une dernière question sur parce qu'on a parlé de Radio Mille Collines, on a parlé de ce pouvoir de la presse. On est peut-être trop grave, hein. Pour créer. Ben oui, mais on va justement. l'actualité est grave, les temps sont graves. Il est pas possible. Les massacres aujourd'hui à Gaza sont pas possibles s'il n'y a pas eu au préalable une déshumanisation des peuples palestiniens, etc. Et des musulmans aussi. Ça va avec un contexte français dans lequel et vous avez travaillé sur les musulmans aussi. Et on a vu au moment après le 7 octobre, il y a eu une crise qui a traversé beaucoup de rédaction. En interne, il y a eu un communiqué de l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés, qui racontait à quel point c'était difficile de travailler. Il y avait un soupçon qui pesait sur les personnes dont on pensait qu'elles pourraient éventuellement être pro-palestiniennes et qu'on a essayé aussi ou alors même un soupçon, et que ça devenait pénible. Comment ça s'est passé à Mediapart? Et est-ce que vous, globalement, vous avez aussi senti que c'était difficile dans plein de rédactions? Vous avez eu des échos. Ça a été un moment assez dur pour la presse à ce moment-là. Moi, je ne peux pas répondre pour les autres médias. Et par ailleurs, il n'y a pas qu'en France. Il y a eu une enquête sur des révélations sur les débats au sein du New York Times, au sein de CNN récemment, donc qui montre ça. Nous, à Mediapart... Comment ça s'est passé c'est vraiment... Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, c'est un lieu collectif, assez horizontal, avec une conférence de rédaction à 10h le matin qui est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les journalistes. Et on a essayé de tenir tous les bouts. J'ai écrit beaucoup d'articles, plus que d'habitude. Et pour moi... tenir tous les bouts, et c'est vraiment une question essentielle. C'est ne pas, dans un moment comme ça, d'une part, être aveugle, insensible, donc ne pas voir ce qui se passe, ne pas en prendre conscience, et ne pas en même temps s'enfermer dans un camp qui ferait qu'on ne verrait pas l'autre bout de la réalité. Donc, nous avons été sans aucune ambiguïté sur le sort fait au peuple palestinien, depuis le début et depuis très longtemps. Vous pourrez retrouver des articles que j'ai écrits, la course à l'abîme de l'État d'Israël, une lettre ouverte à François Hollande en 2014, c'était déjà sur Gaza, tout ça est sur le site de Mediapart. Et donc, nous avons à la fois dit combien tout ça était le résultat, c'est très simple, d'une injustice faite aux Palestiniens depuis 1948. Je l'ai dit dans des vidéos qui sont en accès libre, nous avons fait porter à un peuple qui n'y était pour rien notre propre faute. Nous avons commis un crime contre l'humanité, un génocide contre les Juifs d'Europe. Cela a créé la légitimité de l'État d'Israël, où il y avait déjà un foyer national juif, il y avait des Juifs qui avaient un mouvement national et l'envie d'avoir leur propre État. Mais nous avons accepté que la création de cet État, qui a été voté par l'ensemble des vainqueurs contre le nazisme, Union soviétique compris, soit accompagnée d'une injustice persistante, d'une négation du droit à l'égard d'un peuple qui ne demande qu'une chose, c'est avoir le droit de vivre normalement, de pouvoir contester ses dirigeants s'il le faut, de pouvoir circuler, de pouvoir se soigner, de pouvoir éduquer. Et ça, non seulement nous l'avons accepté, mais nous avons accepté que depuis 1967, cela se fasse au vu de la communauté internationale dans le piétinement par l'État d'Israël de toutes les résolutions des Nations Unies. Et quand je dis nous avons tenu tous les bouts, et là je voudrais dire quelque chose de très important pour moi dans le moment actuel, ne pas être aux côtés du sort des Palestiniens par rapport à la destruction de la Palestine que veut
les gouvernants actuels de l'État d'Israël, Netanyahou, une droite extrême, avec une extrême droite qui est identitaire, qui est fasciste pour certaines ailes, il faut le dire clairement, qui est repliée sur un refus dramatique de l'autre. Ne pas, au niveau de nos dirigeants, ne pas être au rendez-vous de cela. Aujourd'hui, il y a un petit mouvement. On commence à se dire la famine, quand même. Il y a une sorte de mouvement émotionnel. Mais ce n'est pas un moment émotionnel, c'est qu'il faut prendre des décisions. Arrêter de livrer des armes, imposer un cessez-le-feu, respecter la demande de la Cour internationale de justice. Arrêtez ça. Arrêtez ce massacre. Il faut l'arrêter. Et ça concerne tout le monde, y compris les États arabes hypocrites qui soutiennent la cause palestinienne, mais ils ne versent pas des milliards à l'UNRWA. Ils la soutiennent comme une carte dans leur jeu. Mais ils ne sont pas au rendez-vous de l'aide concrète toujours. Donc il faut arrêter ce massacre. Mais il faut arrêter ce massacre en ayant conscience, nous en Europe, que soutenir, comme ils l'ont fait, aveuglément les dirigeants actuels de l'État d'Israël, c'est offrir une victoire à celui qui est désigné en Europe comme une grande menace, à Vladimir Poutine. Comment voulez-vous défendre, comme nous l'avons fait à Mediapart, le droit international face à l'impérialisme, bien sûr agressif, que représente Poutine, la violation de la souveraineté de l'Ukraine, du droit à l'autodétermination de l'Ukraine, les crimes de guerre qui sont commis en Ukraine. Nous combattons ça au nom du droit international. Et nous offrons à Poutine le cadeau qu'il peut dire au peuple du monde entier. Quelle hypocrisie. Ah ben vous voyez, deux poids, deux mesures, le double standard, le droit international, c'est quand ça les arrange, etc., etc. Et ils ne s'en privent pas. Nous ruinons ce sur quoi nous avons construit nous-mêmes nos idéaux. Et donc, pour moi, je l'ai dit même avant Gaza, je l'ai dit, mais quand on est au rendez-vous du soutien au peuple ukrainien, pas à ses dirigeants, à la diversité du peuple ukrainien, eh bien, on doit faire la même chose avec le peuple palestinien. On ne divise pas ces questions de droit international. Et je vais vous dire, c'est quelque chose de très concret. La décision qu'a prise la Cour internationale de justice, à laquelle Israël n'a pas répondu le 26 février comme elle aurait dû, parce que c'était un délai d'1 mois, qui est de dire, on ne dit pas que vous faites qu'un génocide, on dit que vous devez interrompre ce qui se passe parce qu'il y a un risque de génocide. Et je dis juste ça. Cette décision est contraignante normalement. Tous les États des Nations Unies devraient s'aligner sur cette décision pour que des décisions concrètes soient prises. Eh bien, rien n'a été fait par ces États. Mais vous allez sur le site de la Cour internationale de justice et vous découvrez qu'en 2022, il y a eu une procédure semblable sur l'agression russe contre l'Ukraine. Et là, tous les États sont venus et tous les États ont pris des mesures. Donc il y a une hypocrisie au plus haut Mais niveau. c'est terrible, ça veut dire que vous vous rendez compte, vous êtes africain, vous êtes algérien, vous êtes indien, vous êtes pakistanais, vous êtes le plus grand pays musulman du monde, vous êtes indonésien, vous dites mais c'est quoi ces Européens ? Ils nous font la morale, mais quand ça les arrange, ils piétinent le droit. Donc pour moi, aujourd'hui, au point où on en est, je le résume d'une formule, soutenir la politique actuelle de l'État d'Israël, c'est paradoxalement offrir la victoire, le but de guerre à Vladimir Poutine, qui est la fin du droit international, les logiques de puissance, les logiques d'agression. Une dernière question, Edoui Plenel. Vous quittez la présidence de Mediapart dans une semaine, jour pour jour. Qui va vous remplacer et qu'allez-vous faire, vous ? Alors, les Russes sont médiocres, mais les secrets sont bien gardés. Donc, vous saurez qui me remplace exactement le 14 mars, donc dans une semaine. D'accord. Ce sera public à ce moment-là. Ce sera quelqu'un de bien. Je pense que vous serez agréablement surpris. Bon, d'accord. Voilà. Et par ailleurs, c'est une décision longuement mûrie. C'est un passage de témoin en bon ordre. Voilà. Vous allez continuer à écrire ? Bien sûr, je vais continuer je ne quitte la présidence et la direction de la publication et je vais continuer à intervenir à Mediapart, soit par des articles, soit par des vidéos. Mais c'était important de réussir la transmission.
Bah oui. C'est pas une question d'âge. Il y a plein de jeunes qui sont très vieux dans leur tête, y compris à la tête du pouvoir aujourd'hui. Bon, non, mais non, c'est juste. C'est juste. Ouais. C'est pas une question d'âge. J'ai 71 ans et je vois plein de gens qui veulent absolument rester président ou le redevenir à cet âge, voire plus de 10 ans. Je pense à Trump, Biden et plein d'autres. Mais la question, c'est la transmission. Parce que quand des gens, où que ce soit, s'accrochent au pouvoir, ils créent une situation où, au bout du compte, s'installe l'idée qu'il n'y a pas de futur sans eux, qu'il n'y a pas de suite sans eux, que forcément, c'est eux ils empêchent, ils créent un empêchement. Une personne très célèbre a dit à un moment « faites mieux ». On a envie de lui dire « fais mieux, toi ». Voilà, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a dit « faites mieux » pour voir s'il y avait des ambitions et du coup dire « il n'y a que moi qui peux faire ». Est-ce que vous auriez des conseils à donner à la France Insoumise ? Non, il n'y a que moi qui J'ai peux faire. l'impression, je sais pas. C'est une façon de dire il n'y a que moi En termes de transmission du il y a que moi pouvoir. qui peux faire. Ben oui, et donc voilà, nous on a voulu. C'était le plus dur défi de Mediapart. Conquérir, réussir, c'était difficile. Transmettre, c'était vraiment... Et pour moi, c'est le défi le plus émouvant. Parce que, voilà, on a réussi quelque chose qui ne nous appartient pas. On a transformé une entreprise en bien public. Elle appartient à son équipe. C'est elle qui est maître de son avenir. Et c'est une équipe qui a, pour le gros, entre 25 et 45, 50 ans. Voilà, et ben, pour moi, j'ai souvent dit que Mediapart, c'est l'accomplissement de ma vie. Mais vraiment, ce moment-là, c'est une fierté, c'est une joie. Merci beaucoup, Edoui Plenel, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Vous pouvez quitter le plateau. Merci beaucoup. Edoui Plenel qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup, Edoui Plenel, après 20 ans à la tête de Mediapart, qui est venu nous dire cet au revoir absolument magnifique. Merci beaucoup à lui.